ces applaudissements et tout, c'est vachement bien. J'espère que tout va bien. En tout cas, ici, il y a de l'énergie, de l'émotion. Mesdames et messieurs, les makers, les faiseurs d'innovation, soyez bienvenus chez vous, évidemment. Alors, tout au long de l'année, ça travaille dur. Il m'arrive d'être avec vous et je suis toujours impressionné par votre intelligence collective, votre capacité à collaborer. Puis, de temps en temps, il faut quand même, ça a commencé, il y a du champagne, il faut quand même faire... Alors la fête, mais toujours sérieusement, bien évidemment, c'est le rôle des France Corporate Innovation Awards. Alors ça, c'est dans quelques minutes, dans 15 minutes, si je fais bien mon boulot, puisque l'an dernier, on avait fini 1 minute 30 avant. Il y avait combien? 10, 12 prix. On a dit, bah, du coup, il tient les délais, on va lui en rajouter 3, 4. Une grosseur bien vitaminée pour 14 prix, 12 catégories. On en parle dans quelques minutes, mais tout d'abord, le monde tangue, ça n'aura échappé à personne. L'IA bouleverse tout, on pourrait parler de plein de choses. 15 minutes avec 3 d'entre vous, engagés, pertinents. On va parler évidemment d'IA. Je vous demande de leur réserver un accueil chaleureux. Mesdames et messieurs, c'est parti pour notre keynote intro. J'appelle tout de suite, alors sur scène, avec de la musique. Alors si je me trompe en régie, c'est comme d'habitude. En musique et sous vos applaudissements, on applaudit tout de suite. Eh bien Béatrice, alors la musique, les applaudissements, ah ça y est, c'est bon, on est parti. Allez, c'est parti, merci. Allez, Béatrice Dotzenberg, Nadia Filali et David Krief au pas de course. C'est vraiment pas de course parce qu'on a un timing, David, Nadia. Allez, c'est parti, tac, tac, tac. Allez, voilà. Merci d'être avec nous. Bon, 15 minutes pour parler, quand on est dans le monde de l'innovation, de l'IA. On est joueurs, on va tenter le truc. Mais ceci étant, toute la soirée là pour échanger, regard croisé. Alors, bon, on va parler des COMEX, parce que j'imagine qu'ils se sentent un tout petit peu concernés. Il n'y a pas d'ordre très formel. On se fait 12 secondes chacun déjà pour vous présenter. Et votre rôle et votre pertinence par rapport au sujet de ce soir, l'IA. C'est parti, Béatrice. Bonjour, donc je suis Béatrice, je développe les Beauty Tech Services, des services pour les consommateurs chez L'Oréal et je suis aussi en charge de l'Open Innovation pour le digital et le marketing. Voilà, donc évidemment il y a de l'IA dans tout ça. Il y a de l'IA, on a parfois Mathieu, enfin la team L'Oréal, quand elle monte sur scène, en général on se prend des grosses claques, j'espère que ce soir des claques amicales, mais on en aura encore. Bienvenue avec nous. Alors à vos côtés Nadia, bonjour Nadia. Et merci d'être avec nous. Bonjour, alors moi je suis directrice de l'innovation et du développement à la Caisse des dépôts et bien sûr qu'on fait de l'IA, mais pas que. Et on le fait au niveau de l'établissement public, mais on le fait aussi au niveau du groupe, puisque nous sommes un groupe et qu'on essaye d'avancer sur toutes nos filières métiers, sur le groupe, sur ce sujet. Et oui, l'IA touche tout, impacte tout, du sol au plafond, mais du sol au plafond, je m'arrête, je voudrais continuer au ciel, surtout quand je m'adresse à David, qui va se présenter et qui s'est concerné par le dernier sujet. Exactement. Donc David Krief, directeur numérique et transformation de Groupe ADP. Donc Groupe ADP, c'est pas l'éditeur de logiciels, c'est Aéroports de Paris, qui opère des aéroports à Paris et un peu partout dans le monde. Et par ailleurs, je suis président d'EONAX, un data space qui vise à favoriser les échanges de données pour l'IA. Donc de l'air et d'un space, moi, je c'est tout à fait logique. La partie GAIA-X Finance avec le Crédit Agricole. Sur la même thématique. Voilà, et pratiquement direct des synergies, la promotion des projets. Soyez tous les trois les bienvenus. Alors, le networking, ce sera ensuite. Bon, on commence par la question la plus simple à formuler. Forcément, je ne peux pas être à votre place pour la réponse. Quelle est votre vision? Alors, allez, on se donne une petite minute et puis après, c'est du regard croisé. Hein. Mais votre vision sur la transformation du monde de l'entreprise, des processus décisionnels et des métiers par l'IA. Le tout en 1 minute 30. Si vous y arrivez, vous êtes très fort. Qui commence? Allez, c'est parti, Nadia Filali. Comme j'ai eu les questions il n'y a pas longtemps, je vais essayer. En fait, il y a la réponse dans la question, parce qu'en réalité, si l'IA vient bousculer les métiers, et il va venir bousculer les métiers, peut-être pas cette année et peut-être pas complètement l'année prochaine, si on n'adopte pas une démarche dans laquelle on regarde quel est l'impact sur les métiers, mais on n'a pas d'approche processus en se disant où est-ce qu'il faut faire bouger les process, où est-ce qu'il faut mettre de l'IA en regardant les processus, on va se planter quelque part. Et donc, il faut avoir une vision un peu holistique où on regarde les métiers, l'impact sur les processus, on regarde les infrastructures technologiques, on regarde l'impact sur les collaborateurs et notamment sur la gestion des compétences et des métiers et de comment ils vont travailler. Et puis, il faut le faire dans une démarche, en tout cas pour la Caisse des dépôts, qui est extrêmement importante,
de le faire en faisant cela avec de l'IA durable, éthique et quand même responsable. Alors c'est une réponse moi, qui me presque trop bien, j'ai presque envie de dire. On a l'impression que ça se fait dans la sérénité, la zénitude la plus totale. Alors est-ce que dans vos autres groupes, Béatrice, David, c'est tout aussi zen ou est-ce que quand même, ça tangue un peu, ça va vite, il y a plein de disruptions? Comment vous... Voilà, David par exemple, puisqu'il y a une belle répartition des... Alors je pense que ça va beaucoup dépendre des organisations. Vous savez, il y a Mintzberg, le sociologue canadien, qui distinguait différentes configurations. Et les deux extrêmes, ça va être la configuration bureaucratique, en gros la logistique. Il y a un process, on le respecte, et l'important c'est d'avoir un bon process. Et les configurations dites professionnelles, où là vous avez des gens ultra forts, typiquement les hôpitaux, avec des chirurgiens de super haut niveau. Et bien, a priori, l'IA va pouvoir plutôt permettre d'accentuer ces tendances. Donc on voit, et on le voit déjà, dans les entrepôts logistiques, de plus en plus de robotisation et de moins en moins de place pour l'initiative. Et de l'autre côté, là où les gens sont bien formés, des gens qui sont encore augmentés par le recours à l'IA. Et là où ça va devenir compliqué, où ça va être source de tension, c'est que dans les hôpitaux aussi, il y a de la logistique. Et dans les entrepôts logistiques, il y a aussi des gens très bien formés. Et donc, comment est-ce que ces gens qui n'ont plus de zone grise entre eux vont réussir à opérer? Est-ce que l'IA va être facteur de rupture? Ou est-ce qu'avec l'agentique, etc., on va favoriser la gestion de la complexité? Je pense que ça va pas être une question simple. C'est pas un petit sujet. Quoi. Là, on est vraiment... Voilà. Béatrice? Oui, je pense que ce qui est important pour chacun de nous, c'est d'abord de délimiter les focus, les territoires dans lesquels on veut vraiment que l'IA apporte une grande valeur ajoutée. Par exemple, chez L'Oréal, on a 3 piliers de succès qui sont la science. On a plus de 4000 chercheurs. Comment, avec l'IA, on arrive à les augmenter? Par exemple, avec des digital twins de cheveux, par exemple, avec un partenariat avec IBM qui nous aide à trouver des molécules vertes plus vite. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la tech. On a 7000 personnes chez L'Oréal. On finit, puis on va... super intéressé par les digital twins de cheveux. Attends, moi, on a aussi des imprimantes. On a aussi un centre Episkin à Lyon où on imprime de la peau et on travaille sur le cheveu. Donc, je reviendrai. Voilà, mais il n'y a pas que vous, je pense. C'est vraiment des synergies en direct. Hein. Vraiment, c'est formidable. On continue, Béatrice. Non, le deuxième pilier, c'est la tech. Hein. On a plus de 7000 collaborateurs qui travaillent dans la tech, dans la data et dans l'IA chez L'Oréal, dans le monde entier, sur 90 000. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de l'importance de la tech pour L'Oréal. Et bien sûr, on va chercher à augmenter et on utilise bien sûr aujourd'hui beaucoup d'outils pour ses collaborateurs avec des nouvelles plateformes agentiques qui vont permettre de déployer à l'échelle l'agentique dans le groupe. Et le troisième point, c'est le marketing. On est une boîte aussi, une entreprise de culture et de marque. Et donc, comment est-ce qu'on augmente la créativité de nos collaborateurs et comment est-ce qu'on peut penser de nouveaux formats, de nouvelles histoires grâce à l'IA générative. Et donc là, on a un laboratoire de créativité qui s'appelle Créa-High-Tech qui utilise tous les derniers modèles. Voilà, donc c'est très important de travailler sur tous ces piliers et de laisser personne de côté parce que le risque, c'est ça. C'est ça, oui. Oui. Et donc là, on est tous, je pense, à former nos collaborateurs avec des projets de Gen AI for All. Et je pense que là, ce qui est important, c'est de laisser personne de côté. Important. Alors, on prend les jumelles, on regarde du côté de 2030, puisque vos organisations, elles ne bougent pas en 5 minutes, c'est des grosses machines. On anticipe 2030. Quel pari, vous, alors là, c'est vraiment vous, hein, là, je m'adresse aux personnes plus qu'au groupe, quel pari stratégique vous faites, vous, pour vraiment rester pertinent dans un monde transformé par cette IA? Allez, Nadia. Alors, 2030, pour nous, c'est un chiffre important, puisque le nouveau projet stratégique de notre directeur général s'appelle Horizon numérique 2030, qui commence à égrener son contenu, et notamment hier encore avec l'indice de résilience numérique. Et quelque part, la Caisse des dépôts, c'est 3 modes d'action: financer, opérer et accompagner, et c'est un sujet aussi sur soi, c'est comment on se transforme. Donc on a construit une feuille de route Horizon numérique 2030 qui va adresser ces sujets-là, se financer avec des montants que je ne vais pas révéler ici, mais qui sont assez importants. La partie opérer, à la fois comment on traite une stack de bout en bout, y compris d'IA, et comment on la rend surtout souveraine. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est une infrastructure, et c'est pas uniquement des cas d'usage et des solutions technologiques, mais c'est aussi comment on gère l'énergie autour, la consommation énergétique et comment on crée des énergies durables autour de l'IA, comment on stocke la data, etc. Et comment on gère le cloud.
la partie solution qui est aussi importante pour nous, je vois le temps, et la partie accompagner, où on accompagne les territoires, les entreprises et les citoyens. Et sur se transformer, on est en train de lancer une nouvelle façon d'aborder le sujet, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, dans une démarche process, mais également de vision business à 2030 par filière métier, parce qu'on pense que la synergie en ce qu'on appelle action groupe, les uns avec les autres, va permettre de se transformer plus rapidement. Et on fait attention aux collaborateurs, ça c'est extrêmement important. D'ailleurs, on travaille déjà avec les organisations syndicales sur ces sujets-là, pour embarquer tout le monde avec de l'acculturation, avec de la transparence sur ce qu'on fait à la fois au niveau de l'établissement public et du groupe. Merci. Même question, Horizon 2030, vos paris à vous. Alors mes paris, j'en ai 3. Le premier, c'est que quand on est dans les cuisines, du côté des process, ça va être très compliqué d'apporter quelque chose. Avec l'IA, je pense, IA générative notamment, parce que comme vous tous, on est très fort dans nos métiers, et donc faire du plus, c'est pas facile. Réussir à bien utiliser la technologie, ça va être compliqué. Donc plutôt des grands plans d'action, ce sur quoi on mise, c'est la préparation de l'entreprise pour l'IA. Donc évidemment, la compétence, former l'ensemble des collaborateurs, augmenter le capital humain. Deuxièmement, faire des choix technologiques qui soient clairs, sur lesquels on construit, avoir une stack en laquelle on croit. Et troisièmement, préparer nos données et nos documents pour qu'ils soient accessibles, lisibles par l'IA. Donc c'est de l'ontologie, de la structuration et de la discipline dans toute la production. Deuxième pari, c'est que pendant qu'on fait ça, les clients n'attendent pas. On a tous un téléphone dans la poche et on va tous trouver de plus en plus insupportable de ne pas pouvoir consommer l'ensemble des services avec lesquels on interagit par l'IA. Et donc, il faut qu'on fasse le grand écart et qu'on ne rate pas la visibilité et l'interaction avec nos clients directement via leur IA. Et ça va être compliqué. Mais il faut qu'on le fasse. Et il faut aussi qu'on accepte d'avoir la marque qui change un petit peu. Parce qu'on va être un service parmi d'autres rassemblé dans une interface qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut quand même qu'on réussisse à établir un lien. Et donc ça, c'est un élément important. Et la troisième conviction, et ça je vais citer Julien qui est dans la salle, c'est qu'à l'heure de l'IA, l'actif principal, c'est quand même la compétence métier. Ça, il ne faut pas le perdre de vue et il faut avant tout bâtir, non pas sur les nouveaux qui arrivent avec de l'IA, mais sur les métiers qu'on maîtrise et qui sont fondamentalement ce qu'on est. Merci. Même question, Horizon 2030, votre vision, Béatrice. Oui, chez L'Oréal, on veut inventer la beauté du futur pour des gens, parce que même si on parle d'IA, l'idée c'est de toucher encore plus de consommateurs. On en a 1,3 milliard aujourd'hui. On en vise 2 milliards dans la prochaine Ça fait décennie. rêver, hein. Voilà. Et donc, il y a une question qui est comment est-ce qu'on fait pour parler et pour offrir une beauté personnalisée à 2 milliards de consommateurs. Et ça, c'est la beauté de l'IA et ça, c'est le pouvoir de l'IA. Et donc, on a les enjeux dont tu parles sont vraiment extrêmement importants. Avant, quelqu'un allait surtout chercher sur Google et plus récemment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ces conversations se passent sur ChatGPT, sur Gemini, sur Perplexity. Et donc, ce côté d'être prêt à l'heure des plateformes LLM, comme on les appelle, c'est vraiment un enjeu clé. Donc, on travaille, comme sans doute beaucoup d'entre vous, ceux qui travaillent en tout cas dans les marques pour les consommateurs, ce qu'on appelle le JIO. Donc, c'est comment est-ce que nos marques peuvent apparaître et peuvent être recommandées par ces modèles. On voit aussi arriver la publicité. ChatGPT a annoncé la publicité. Donc, comment est-ce qu'on est le 4e annonceur mondial de publicité? Comment est-ce qu'on repense nos investissements publicitaires à l'heure de l'IA, sachant qu'un ChatGPT est censé avoir beaucoup plus de contexte et donc permettre beaucoup plus de personnalisation. Et ça nous intéresse beaucoup chez L'Oréal. Pourquoi ? Parce que pour nous, la prochaine frontière, c'est ce qu'on appelle la longévité. C'est d'accompagner les gens tout au long de la vie, du premier acné jusqu'à la fin de la vie. On a toujours des questions au fil de la vie, à des moments clés. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter encore plus de valeur ajoutée ? Et ça, c'est possible quand on connaît les consommateurs, quand on a du contexte et surtout quand on travaille fort pour avoir une valeur ajoutée. Et donc, je pense qu'une question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que l'entreprise, en l'occurrence pour nous L'Oréal, peut continuer d'avoir un avantage concurrentiel dans ce nouveau monde d'IA et d'agentique. Et donc, c'est les compétences humaines, les expertises qu'on peut avoir, qui peuvent être modélisées ou pas modélisées. Et donc, là, il y a tout un travail, parce que dans nos databases, on a plein de savoir-faire qui ne sont pas encore modélisés. On a toutes ces bases de données, mais ces bases de données, parfois, sont des bases de données qui modélisent ce qui se fait, la moyenne. Comment est-ce qu'on modélise l'excellence pour avoir justement cette excellence dans nos agents et dans notre façon d'augmenter nos collaborateurs? Voilà, c'est des questions passionnantes pour 2030. Et qui sont ouvertes. Il nous reste 2 minutes.
Donc c'est pas beaucoup, mais c'est aussi pour ouvrir un débat qui se poursuivra tout au long de la soirée. Il y a un dîner qui Ce qui est sûr, c'est que 2030, c'est ce qu'on fait en 2026. C'est-à-dire qu'on est dans une année maintenant. où les choix technologiques, les choix de data, les choix de formation doivent être faits rapidement pour préparer l'avenir. 1 minute 40 avant la fin de ce débat. Ça vous laisse 30 secondes à chacun pour une idée que vous auriez aimé évoquer, que vous n'avez pas pu pousser pour l'instant sur ce sujet-là, ou pour insister sur un message fort, celui qui vous paraît absolument clé à partager avec vos pairs ici même dans cette salle. C'est parti. 30 secondes, j'ai l'œil sur la montre. Moi, en 30 secondes, je vais repartir du début de la première question qui était dans ce monde où les métiers sont en transformation, et je vais dire dans ce monde qui est en transformation, je pense qu'il y a un message qui est extrêmement important pour nous, c'est que certes, il faut faire des choix technologiques, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on met en place. Nous, on s'engage à acheter responsable et surtout souverain, et on est en train de pousser le groupe à acheter à plus de 50% ou à au moins 50% européen. Je pense que c'est un message qui est fort en ce moment. J'ai échangé avec un de mes collègues tout à l'heure encore sur une plateforme qui s'annonce clairement américaine aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ça, et je pense que si tout le monde dans cette salle s'engage à le faire, on arrivera un peu mieux à être souverain et autonome et à mettre un peu plus d'éthique et de durabilité dans nos choix. Voilà. Mesdames et messieurs, Nadia Filali. Merci pour ce témoignage. Allez, c'est parti. Il faut aller vite. Allez, c'est parti. En avant. David. Alors, très rapidement, je dirais faire feu de tout bois, essayer autant que possible, diffuser au maximum l'usage, faire des choix technologiques, effectivement, être aux manettes et garder un lien fort avec le terrain, parce que le risque, c'est de prendre le PowerPoint ou le résultat pour la réalité. Rien de mieux que le terrain pour ça. Merci, David Krief, mesdames et messieurs, pour des échanges. Et pour moi, en 3 secondes, et donc en un mot, collectif, je pense que plus que jamais, on a besoin de travailler ensemble pour être compétitif, notamment au niveau international. Intelligence collective versus IA associée. Mesdames et messieurs, Béatrice Dotzenberg. Merci à tous les trois. Évidemment, ça lance le débat, et le débat, il va se poursuivre, espérons-le aussi, au moment de nos échanges tout à l'heure lors du dîner. On passe tout de suite à la deuxième et dernière grande partie de la soirée. On va mettre à l'honneur vos projets, vos talents, nos surdoués. Allez, on appelle nos 2 grands maîtres de cérémonie en musique sous vos applaudissements. Christophe, Yann, au pas de course, ici même, mesdames et messieurs. Christophe Grosbeau, Yann Barthélémy, VP Chief Strategy. Et la musique, sinon je chante une chanson et ça va être terrible. Et président de l'IMA. Vous allez bien, messieurs? Je vous donne même c'est bien parce que c'est vous. Je vous donne même un micro. Venez vite là. C'est bien parce que c'est Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Venez là, parce que je vais me faire engueuler. On va dire, tu mets les invités devant les slides. Donc venez, je même comme si je maîtrisais totalement la scène et tout. Allez-y, les gars. Je commence. Alors, je suis très heureux d'être là pour notre 3e édition des trophées FCIA. Et je pense que c'est important parce que c'est l'occasion pour nous, pour les grandes entreprises et grandes administrations françaises, de nous regarder sans complaisance, mais aussi sans s'auto-flageller. En fait, on se rend compte, et vous allez le voir avec les chiffres qui vont apparaître, je l'espère, très rapidement derrière moi, vous allez le voir que, en fait, on a des choses extraordinaires à présenter. Donc c'est la 3e édition des FCA, vous le savez. On a eu plus de 90 candidatures provenant de 60 organisations. Donc, ce qui fait que vraiment maintenant, on a un volume qui est significatif et qui permet de voir la qualité et les tendances de l'innovation en France. On a sélectionné 76 projets qui ont été sélectionnés par notre conseil d'administration qui a lu tous les dossiers. J'en profite pour remercier l'ensemble du conseil d'administration qui nous a aidés dans cette sélection. Et ensuite, on a nominé 36 projets, dont 12 catégories, qui ont été présentés au jury d'honneur. Donc des ensembles de C-level, CIO, CEO de différents groupes. Et la qualité était très très bonne, que ce soit la qualité du jury bien évidemment, mais aussi la qualité du dossier. On a vu toutes les chaînes de valeur, évidemment nos grands groupes, nos grandes administrations qui ont proposé leurs projets internes, mais on avait aussi des startups qui ont proposé des sujets très intéressants. On a mobilisé, comme je disais, le conseil d'administration pour faire les premières sélections, pour arriver aux nominés, puis ces grands jurys, ces 26 dirigeants.
Donc, avant de passer la parole à Christophe, je voudrais qu'on en profite pour remercier à la fois toute l'équipe de l'IMA qui l'a organisé, notre conseil d'administration, nos dirigeants et aussi les partenaires technologiques qui sont là ce soir et qui rendent cette soirée possible. J'aimerais que vous puissiez tous les Allez, applaudir. applaudissements, mesdames et messieurs. Ils ont bossé. Moi, j'arrive au dernier moment, mais ça a bossé vraiment dur. C'est impressionnant. Et en termes de Reste au grande moins tendance, 25 secondes. Alors, c'est dire si on est confort. en termes de grande tendance, justement, je passe la parole à Christophe. Alors, ce qui est important aussi dans ce que vient de dire Yann, et bonsoir à tous, c'est que, évidemment, pour ceux d'entre vous qui sont nominés et qui perdraient, c'est déjà bravo à vous, parce que réalisez que sur certaines catégories, on a eu plus de 40 candidatures, donc vous êtes si vous êtes dans le top 3 ou le top 4. Évidemment, j'essaie de vous brosser dans le sens du poil pour ceux d'entre vous qui perdront. C'est déjà une réussite. Il n'y a que des gagnants, en fait. Une grande tendance qui est très intéressante par rapport au débat qu'a tenu Marc Lionel il y a quelques instants, c'est l'IA agentique. On a eu plus du tiers des projets qui ont été présentés qui étaient de l'IA agentique. Donc, plusieurs grandes tendances qui en sont ressorties. La première, c'est qu'on passe de projets qui sont de la démonstration vers de plus en plus des projets qui sont de l'industrialisation. On a vu, je pense, beaucoup de projets qui essaient de mettre en place des plateformes d'agents, de les mettre directement à disposition des métiers et des choses qui clairement démontraient, en tout cas en partie, déjà du ROI, déjà des KPI en tout cas tangibles. Un changement d'échelle. Clairement, l'IA passe d'une idée d'informationnel, qui était à la base évidemment de l'information passive qui était donnée à des collaborateurs, aussi bonne soit-elle, à de l'IA qui devient active et qui commence à pas forcément remplacer l'humain, mais déjà à clairement l'augmenter. Et une montée en puissance de l'ensemble des enjeux qui sont portés par les FCIA. On a pu voir que le sujet de la gouvernance de l'IA était évidemment de plus en plus important, de par l'introduction de l'ensemble de ces agents. La question aussi de l'IA de confiance, à savoir est-ce qu'on peut croire finalement les agents que vous allez intégrer les uns et les autres dans vos groupes et d'administration. Et enfin, le sujet de la souveraineté numérique, puisqu'on a eu beaucoup de groupes qui nous ont remonté l'idée que, évidemment, quitte à intégrer des agents, elles souhaitaient le faire avec des technologies de plus en plus souveraines. Ah bah c'est formidable. J'aurais pas dû cliquer. Ah non, si, au contraire. Enfin, je sais pas. Vous parlez des événements à venir, avant qu'on passe à la cérémonie. Vous dire qu'on organise, et on remercie d'ailleurs très grandement le groupe Bouygues de nous accueillir le 19 février. Franck Moine est dans la salle et je le remercie tout particulièrement, il est là, pour un événement sur les data space et les data hubs. On a deux de nos intervenantes tout à l'heure qui, par pur hasard, en ont parlé. Je pense que c'est un sujet d'époque, c'est un sujet critique pour l'intelligence artificielle et c'est un sujet critique pour l'Europe, où on viendra vous présenter plusieurs cas d'usage et retours d'expérience de nos groupes adhérents sur des data hubs créés dans des groupes. Donc, par exemple, le groupe Bouygues nous présenteront ce qu'ils font, le TF1 aussi du groupe Bouygues nous présenteront ce qu'ils font, mais pas seulement. Et où on viendra vous présenter l'ensemble des data space sectoriels qui sont créés en Europe, et évidemment toutes les initiatives. EONAX sera présenté, GaiaX sera présenté, Catenaix sera présenté, le Mobility Data Space, Health, Legal. Enfin, si vous souhaitez en une journée comprendre le concept des data space, à la fois le concept des data hubs à l'intérieur d'un groupe pour faire communiquer des entités qui normalement aujourd'hui ne communiquent pas, au sein d'un secteur, entre entreprises pour être capable de créer des nouveaux actifs numériques, ou intersectoriels pour être capable de développer des services peut-être d'une nouvelle génération, nous vous accueillerons avec grand plaisir le 19 février. À vos agendas. Le QR code qui est là vous permet de pouvoir vous inscrire pour l'événement. Notre grande messe annuelle, le DIMS 2026, où tu seras là, Yann, avec grand plaisir. Bien sûr. Pour l'ouverture. Les 18 et 19 mars, donc, chez Station F. Comme vous le savez, c'est le méta-événement de l'IMA, où en fait l'ensemble des groupes de travail des différentes verticales de l'IMA viennent se rassembler en 2 journées pour faire la restitution de tout ce qui est ressorti de nos groupes de travail et présenter l'ensemble de nos livrables de l'année. Donc nous vous attendrons évidemment nombreux. Notre nouvelle Imagine Day, alors on en est déjà à la 6e édition, Yann, IA générative et agentique, qui aura lieu chez BNP Paribas, chez Metal 57, on les remercie d'ailleurs de nous accueillir, qui sera... Vas-y. D'accord, ok, non, t'inquiète pas, en 20 secondes je peux le faire. Il reste 40 slides, donc il faut qu'on accélère. Enfin, un nouvel événement, mais très important, nous avons signé un nouveau partenariat avec l'Association française de la relation client, l'AFRC, pour créer un événement, et je pense que Béatrice en parlait tout à l'heure, sur l'impact de l'IA agentique pour la relation client, avec le GEO dont parlait Béatrice tout à l'heure, l'inbound marketing, l'outbound marketing, l'automatisation de la relation client. On a par exemple un projet nominé ce soir, qui est le projet d'Illuine et de Bouygues Télécom, qui est sur l'intégration d'agents dans des call centers. On viendra traiter l'ensemble de ces événements et on le fait avec la FRC. L'idée étant qu'on va
mêler une population IMA, dans des directions technologiques, avec une population métier. Je te vois, Marc Lionel. Mais non, pas du tout. Et enfin, dernier, last but not least, nous avons aussi aujourd'hui un partenariat avec le CESIN, donc le groupement des RSSI français, pour faire un groupe de travail sur les nouveaux sujets apportés par l'agentique et l'IA en matière de cyber. Donc spécifiquement, comment l'agentique peut aider à la réponse automatisée contre les attaques, mais aussi tous les risques apportés par l'agentique. Je pense au code écrit automatiquement par machine et l'intégration des agents dans vos entreprises, évidemment, amène des nouveaux risques de hacking décisionnel pour le futur. Donc, si vous souhaitez participer à ce groupe de travail, je vous invite à vous inscrire. À vos agendas, mobilisez vos équipes, venez vous-même, densité d'événements. Merci, merci Monsieur le Président. Toi, tu restes avec moi puisque tu fais partie des 2 remettants du premier prix. Alors maintenant, on ouvre grand les écoutilles, les chakras, ce qu'on veut, puisque c'est la séance inspiration. Je vais d'ailleurs proposer à tous nos remettants de vraiment, évidemment, ils vont ouvrir l'enveloppe, mais vraiment de nous expliquer ce qu'ils ont vu. Et alors, malheureusement, dans des délais courts, mais vraiment, voilà, partageons. Il va falloir extraire de tous ces dossiers la substantifique moelle de ce qui intéresse le monde des innovateurs. Alors, c'est la première séquence. Tout de suite, j'appelle le deuxième juré qui, à tes côtés, sera remettant. Arthur Neg, venez donc au pas de course en musique nous rejoindre. Et le temps que Arthur nous rejoigne, on découvre les nominés. C'est parti. Alors ce sera toujours comme ça pendant la soirée. L'un d'entre vous va nous rappeler un peu les critères, comment on les a vraiment sortis du lot, et puis l'autre va nous présenter les projets. Alors a priori c'est formel, c'était très, mais si on change un peu les règles, du moment qu'on reste dans les temps, on est entre amis. C'est parti Arthur. Pour les critères, je crois que c'est toi. Voilà. Alors, les critères, vu qu'on est sur le prix coup de pouce, les critères qu'on a pris en compte sont 2 critères principaux. Le critère innovant, pour un coefficient de 16, et le critère impact, pour un coefficient de 4. Et donc, je passe au projet. J'ai ma petite anti-sèche. Merci beaucoup Alima pour l'accueil. Donc, je représente France Digital, la plus grande association de start-up au niveau européen. Et c'est vrai que c'était assez réjouissant de voir tous les projets, l'innovation, l'agilité de ces grands groupes. On parle beaucoup d'IA, il y a des entrepreneurs derrière. Et en tout cas, France Digital, on est là pour les représenter. Alors maintenant, je passe au projet avec ma petite anti-sèche. On commence par IndyCar, donc les données au service de la confiance automobile. IndyCar donc transforme le marché du véhicule d'occasion en apportant une transparence inédite grâce à l'analyse de 7 millions de véhicules. À travers un widget ou une API intégrée en marque blanche, il propose une évaluation dynamique des risques et de la fiabilité mécanique. Bien au-delà d'un simple historique, co-construit en seulement 4 mois, on parle d'agilité, ce standard de confiance affiche déjà un fort intérêt utilisateur avec 29% de consultation chez ses premiers partenaires, sécurisant ainsi les décisions d'achat par la data. Deuxième projet, une personne qu'on connaît bien en plus dans l'univers des startups, à travers le groupe Sodexo, qui expérimente une solution de formation immersive en réalité virtuelle, dédiée à la santé, la sécurité et l'environnement. En s'appuyant sur des jumeaux numériques de sites réels, ce projet permet aux collaborateurs de s'approprier les bons gestes et de prévenir les risques professionnels par la pratique d'un environnement sécurisé. Cette approche technologique co-construite avec les équipes opérationnelles renforce la culture sécurité du groupe tout en adoptant les modules aux spécificités locales pour une montée en compétences accélérée. Et le dernier, LCL
Personia ou Persona est un assistant IA qui brise les silos de données pour agréger et restituer instantanément la connaissance des 36 millions de clients du groupe. Il permet aux équipes métiers de simuler des comportements et de mesurer l'impact de campagne en quelques minutes, là où des analystes traditionnels prenaient plusieurs semaines. En réduisant radicalement le time to insight, cette solution renforce la réactivité commerciale et la pertinence des décisions stratégiques, renforce effectivement ces décisions. 3 grands projets. Bravo. Alors, le gagnant. Arthur, c'est à nous, tu veux, je vais avoir l'honneur. Voilà. Et je te laisse l'annoncer. Voilà, on parlait de complémentarité, on voit un bel exemple. Le gagnant est... Et le vainqueur est LCL pour le projet Perso IA. Allez, en musique, et sous vos applaudissements, et au pas de course, j'appelle évidemment Nicolas, Innovation Leader du groupe LCL, à nous rejoindre. Allez, c'est parti. Voilà. Et moi, je suis content parce que Nicolas, il a mis comme moi on m'a dit, il faut ne pas. Donc là, on est au moins 2. Bienvenue. Alors, le principe, au moins 45 secondes pour expliquer ce projet formidable. Ça va marcher. Tac, tac, bzik. Alors, on change de micro, c'est encore mieux. Bonsoir, merci à tous. On est 2 donc au final. Et écoutez, merci pour votre confiance. Et si je dois expliquer Personia en une phrase, c'est augmenter la connaissance client de vos prospects ou de vos futurs clients grâce à l'IA. Et en fait, on a essayé de réinventer le concept du focus group. Alors, si vous ne connaissez pas, on pourra en discuter après. Simplement, le focus group, c'est connaître vos clients, échanger avec eux. Ça, vous pouvez le faire de manière réelle. Et nous, on le fait grâce à l'intelligence artificielle, tout simplement. Donc, demain, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir échanger directement avec des personas synthétiques. Donc, voilà, c'est une manière, en fait, d'augmenter votre connaissance et de manière très intuitive pour tout le monde. En 4 secondes, il y a quelque chose à ajouter? En 4 secondes? Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce projet. C'était dur, mais on est content d'avoir réussi à faire un truc. Des focus group avec des agents intelligents. Les hommes politiques pourraient l'utiliser pour les sondages aussi. Voilà, et peut-être si l'IFOP est là, on peut leur mettre à disposition notre outil. Mesdames et messieurs, Personia du groupe LCL, bravo. Alors, c'était le coup de cœur. Alors, je vous rappelle le principe, je vous incite à aller du côté du photocall pour immortaliser évidemment votre trophée avec les membres du jury. Allez, c'est par là que ça se passe. Voilà, allez, donc du coup de cœur au coup de cœur du jury, il n'y a que 2 mots de plus. C'est notre 2e trophée. Alors là, il y a en général 2 remettants. Mais là, dans cette séquence, il n'y en aura qu'un, mais quel remettant. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir Yann Barthélémy et Frédéric Quillard. Pourquoi pourquoi je dis qu'il y en a 2? Il y en a bien bref. Voilà, qui sont arrivés tous les 2. On va dire qu'il n'y en a qu'un. Peu importe. Soyez les bienvenus. Et voilà, c'est parti. Alors, on commence avec vous, Yann. Rebonjour. C'est au suivant, il n'y en a qu'un. Oui, alors c'est facile, parce qu'on va te faire gagner un petit peu de temps, même si on t'a racheté les catégories. Les critères, c'est facile. Le coup de cœur, en fait, c'est un des nominés qui nous a particulièrement plu, qui ne rentre pas obligatoirement dans les catégories que vous allez voir après, mais qui nous a particulièrement plu. Et donc, c'est là qu'on va le donner. On ne va pas vous présenter les nominés, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et on va directement annoncer le gagnant. Ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment, je tiens à ton dans timing. Le timing, et alors là, vraiment, merci beaucoup. C'est parti. Alors, le gagnant est le groupe Sodexo pour Glocal is the New Standard. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Alexandre, venez vite nous rejoindre. Alexandre, accompagné de toute l'équipe. Vous avez raison, la scène se prête à des belles photos. Et en plus, juste après le petit mot pour expliquer la force de ce projet, on vous attend du côté du studio photo. C'est parti, 45 secondes d'explication. Sur Glocal, on est d'accord. Ah oui. Merci beaucoup. Donc Sodexo, c'est un groupe assez vaste que très peu de personnes connaissent complètement. On fait beaucoup de choses sur presque 43 pays. On sert 80 millions de consommateurs par jour. On est sur 4 grandes
on va dire, typologie de service. Donc c'est assez compliqué d'organiser toutes les équipes sur tous ces pays. Et avec ce modèle local, on a réussi. Donc on a notamment Véronique qui est ici, qui représente Sodexo Live, qui est une de nos grandes entités qui fait plus de 2 milliards de business dont on a besoin pour pouvoir organiser ce modèle. Donc il y a des équipes groupes, il y a des équipes locales. Et grâce à ce modèle de travail commun, on est capable d'accélérer parce que certains pays prennent en main certains projets clés pour l'ensemble du groupe. Et donc c'est ce modèle local qu'on a mis en place. Et je suis très heureux de tous voir ici sur scène parce que c'est un très très long process qu'on a mis en place il y a 2 ans et qui porte ses fruits aujourd'hui. Bravo, félicitations, belle initiative, là encore, hein, source d'échange pendant notre dîner. Allez, je vous incite à rejoindre le photocall. Pour l'instant, on est quasiment dans les temps. On va parler alors, vous voyez que il y a que l'animateur qui se trompe, donc ce coup-ci, nous n'avons qu'un seul remettant, et quel remettant, hein, on va parler des spin-offs, et donc, eh bien, j'appelle tout de suite Patrick Amiel à me rejoindre, alors en musique et sous applaudissements. Et là encore, eh bien, on va pouvoir découvrir les nominés. Patrick, le micro. Patrick, les critères, les nominés, on découvre tout ça. Allons-y, donc les critères, il y en avait 3. Est-ce que le projet est innovant avec un coefficient 5, la taille, coefficient 8, donc c'est ce qui pesait le plus, et l'impact du projet, coefficient 7. Donc nous avions 3 nominés, de 3 groupes différents, Colas, Crédit Mutuel Arkea et SNCF. Donc on va commencer côté Colas très rapidement, je vais le faire en version très courte pour chacun. C'est bien ça, hein ? Ouais. Rapidement, Infracare, c'est une IA qui permet de visualiser avec un modèle prédictif et des algorithmes de computer vision les nids de poules, les fissures et autres sur toutes les autoroutes, et donc d'anticiper la modélisation de toutes les infrastructures pour pouvoir les corriger. Donc ça, c'est le premier avec l'équipe de Colas. Le deuxième est porté par la SNCF, qui a fait une grande évolution de sa façon de gérer l'innovation, avec une équipe qui a entièrement été formée à tous les sujets d'IA et d'agentique. Et donc ce modèle a permis maintenant de livrer plus de 40 projets innovants en 2 ans et demi. Et puisqu'on parle aussi d'indicateurs de performance de temps en temps, la vitesse et la capacité de production ont été multipliées par 10 au sein du groupe. Donc ça, c'est côté SNCF. Et le troisième, c'est Data Catalyst, donc là, côté Crédit Mutuel. Donc là, c'est un framework qui est souverain, qui permet de simplifier l'ingestion et l'orchestration des données avec des standards de sécurité élevés. Et puis, c'est assez rare aujourd'hui, il y a une dimension open source du projet qu'on souligne. Patrick, voilà pour les 3 nominés. Et comme je fais... L'enveloppe arrive, merci. Ouais. Capacité de synthèse également. 3 en 1. Alors, je fais les critères, je fais... C'est ça, mais c'est ça qui est bien. Voilà, et avec une main... Allez, je veux bien l'esprit d'équipe. Merci. Et l'élu pour ce soir du prix Spin-off est SNCF Voyageurs. Mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements, le lauréat du prix Spark. Damien, venez vite nous rejoindre. Alexandre également. La stratégie AI First. En bon français, c'est parti. Vous connaissez désormais le principe. Vous avez même droit à un micro. Patrick m'épaule également sur ce sujet. 45 secondes pour nous expliquer ce qu'il y a en 45 secondes, ouais. Merci. Donc Damien Ouetté, directeur IA Innovation chez SNCF Voyageurs, je précise, pas pour tout le groupe quand même. Donc la partie qui fait rouler les trains et les transporteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a, en fait, il y a 2 ans, on a remonté toute une nouvelle cellule d'innovation. En comprenant tout de suite qu'en fait l'IA allait complètement tout changer, et notamment dans tout ce qui est code, développement de services numériques. Et on a tout de suite compris que c'est ce qui allait vraiment être le game changer certain de cette histoire-là. Et donc on a tout reconstruit là-dessus, complètement powered by toutes les nouvelles technologies. Pendant 1 année, on nous a dit que ça fonctionnerait pas, que ça marcherait pas, que ça allait jamais aller jusque-là. Et puis en fait, tous les 3 mois, tout le monde a compris que ça a changé. Depuis 6 mois, tout le monde a
vraiment compris que là, on allait changer de dimension. Et notamment, là, je pense que cette année, c'est assez clair. Et j'ai fait ça vraiment avec Alexandre, dans une logique très intergénérationnelle aussi, qui était très productive. Alexandre, en 4 secondes et Pour demie. conclure, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des raisons de ne pas faire. Mais en fait, on a pris un axe assez simple, on ne demande pas la permission pour la transformation. Aujourd'hui, on a réussi. Et surtout, tout est code. Donc, c'est les modèles, c'est sur l'IA, c'est le code. Et tout se joue aujourd'hui. Eh bien, un grand merci Damien, un grand merci Alexandre, un grand merci Patrick, le photocall pour immortaliser ce prix. Voilà, merci à tous les trois. Alors on continue. Et là, eh ben, effectivement, on a parlé aussi de RSE, de responsabilité élargie des entreprises. Passons donc à la catégorie Tech for Green. J'appelle donc Nadia à revenir me rejoindre sur ce plateau. Et Philippe, je crois qu'en plus ils se sont coordonnés, donc on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Et on en profite avant tout pour découvrir les nominés. C'est parti. Si on les découvre, c'est bien. Des fois vous les auriez oubliés, mais... Non. Alors. Il y a les critères peut-être avant, non? Alors, il y a les critères, il y a les... Oui, c'est ça. Alors, qui parle des critères? Vous, forcément, puisque je ne les ai pas. Alors, allons-y, Nadia, voilà. Comme quoi? Moi, je le sais, hein, c'est sur mon papier, mais bon, un peu de suspense. Il y a même du suspense dans qui, comme ça, c'est plus sympa. Il y a un critère qui est facile, il y a un critère d'innovation, il y a un critère de taille, et puis il y a un critère d'ESG, parce qu'on est en train de parler de Tech for Green. T'es d'accord, Philippe? Ah ben, je suis tout à fait d'accord, Nadia. Ok. Bon, c'est le moment de notre petit pitch, hein, avant de laisser leur place aux nominés. Si tu veux. Donc, Nadia, on va débuter par une petite question. Savais-tu qu'aux États-Unis, un peu moins de 40% de ce qui était produit dans le domaine alimentaire était jeté sans avoir été consommé? Non, mais je m'en doute. Voilà. Après, moi, et pas seulement parce que c'est pas bon en plus. Alors, moi, j'achète pas. Ça n'engage que moi. J'achète pas de produits transformés, donc finalement, je jette pas grand-chose dans mon frigo. Et en plus, je fais la cuisine avec des produits frais, ça se passe bien. Je crois que toi aussi, en plus. Donc... Ah oui, ça, moi j'aime bien aussi. Ouais. Ce soir, j'ai été rassuré de voir apparaître donc une innovation portée par Sodexo, justement, qui lutte contre le gaspillage alimentaire derrière et qui va nous être présentée à l'issue. Et puis. À l'issue de quoi? À l'issue du fait que. de cette. Ok. Donc, en revanche, est-ce que tu es au courant que la Banque des Territoires, je connais pas trop mal à la Caisse des dépôts, a déployé quelque chose, mais peut-être que ça peut t'intéresser, parce que t'es pas intéressé par acheter un logement? Oui, moi ce que j'aimerais bien, c'est effectivement une demeure un peu ancienne que j'aimerais me réapproprier. Ah, mais du coup, la demeure, il va falloir la rénover. Et il se trouve qu'à la Banque des Territoires, ils ont développé un projet qui s'appelle PrioRéno et qui va te permettre de bénéficier, enfin on l'espère, si le budget est voté un jour, des aides pour rénover ton logement. Oui, après, un autre objet qui m'intéresse dans ce logement, effectivement, c'est de sécuriser mon approvisionnement énergétique. Et un jour, s'il y a une tempête, eh bien, que quelque part, on me rétablisse rapidement l'électricité. As-tu une solution? Alors, si moi j'ai une solution, ou si j'ai un problème? Ah, je sais pas, les deux. Enfin, moi, j'ai déjà un problème quand mon sèche-cheveux L'Oréal marche plus. Ça n'a pas été répété, hein. C'est vraiment formidable, la ligue d'impro. Si je me rappelle du truc. Donc moi, j'ai un problème quand il n'y a plus d'électricité, parce que s'il n'y a plus d'électricité, je peux plus me sécher les cheveux. Et franchement, quand il fait froid, c'est un peu compliqué. Même s'il y en a beaucoup, grâce à Dieu, j'en ai pas mal. Donc oui, il se trouve que il paraît qu'il y en a qui ont inventé un truc qui s'appelle Hector. Oui, j'en ai entendu parler, hein, et globalement, c'est quelque chose dont je vais parler rapidement à ma belle-mère, parce qu'elle a été la victime d'une panne d'électricité il y a de cela 15 jours, et elle s'est interrogée pour savoir dans combien de temps l'électricité va revenir. Et Hector va nous présenter effectivement, potentiellement, un moyen d'avoir un peu plus de visibilité, ou tout du moins d'avoir l'électricité. Mais j'espère que ta belle-mère a fait installer son compteur Linky, parce que sinon ça ne marchera pas. Je vais vérifier ça. Oui, il faut qu'on avance, je crois. En revanche, moi j'ai une question... À 1 000 euros, à 1 000 francs, ça n'existe plus les francs, pour tout le monde et pour toi Philippe, parce que je pense que certains, il y en a au moins 4 dans la salle qui le savent, il y a quelqu'un que je connais bien qui a inventé la Livebox et qui a créé la Livebox. Ça vous parle? Je vois qu'il y en a un qui rigole, Jean-Charles.
Et donc, rapidement... Il se trouve que le directeur général de la Caisse des dépôts, Olivier Sichel, avec un certain Jean Dupasquier, ont été les initiateurs de la Livebox quand Olivier dirigeait Wanadoo. Diable. Et alors la Livebox, depuis, ça a quand même évolué, mais ça s'appelle toujours la Livebox. Et qu'est-ce qu'ils ont fait chez Orange avec la Livebox, d'après toi, pour ce prix Tech for Green? Quelque chose dont je ne vais pas pouvoir me passer encore? Ils ont développé un processus d'éco-conception qui permet de rendre cette Livebox beaucoup plus green que quand elle a été pensée au début. Bon, vous m'avez explosé le timing, mais quand même le prix, l'impro, moi je vous applaudis quand même également. Je me joins, bravo. Bon, merci. Alors du coup, il y a quand même une enveloppe à ouvrir et un gagnant à appeler sur scène. And the winner is... Bon, Hakim, je suis désolée. Par contre, on va pouvoir féliciter Olivier parce que la Livebox, ça a beaucoup évolué depuis le début. Et donc, le prix Spark Tech for Green est remis à Orange pour le projet éco-conception Livebox. Allez, sous vos applaudissements et en musique, venez donc vite nous rejoindre. Voilà, de ce côté-ci, rapidement, parce que vous avez vu que la présentation a été élogieuse. Mais du coup, allez, le micro, des micros, il y en a plein. Voilà. Et généreusement, 40 secondes. 45 secondes. Merci beaucoup. Bravo pour l'improvisation, très impressionnant. On change de métier. C'est vrai que la Livebox, elle n'est pas nouvelle. Effectivement, Olivier Sichel a bien œuvré dans ce domaine-là. Donc, avec Laurent, on est en charge des évolutions des box en France, donc vraisemblablement, en tout cas, des Livebox. On en a à peu près 11 millions en France, donc la probabilité que vous en ayez une à un moment dans cette salle, elle est forte. On a beaucoup travaillé sur comment faisons-nous pour que chacune des nouvelles Livebox, on arrivait à économiser, on arrivait à tenir notre objectif de net zéro carbone en 2040. Donc on travaille sur les nouvelles, mais on a beaucoup travaillé sur les anciennes. Juste quelque chose de très simple. Quand on est tous là, et s'il n'y a personne à la maison, votre box, au lieu de consommer environ 10 watts, c'est ce qu'on faisait habituellement, et bien maintenant, grâce à des innovations, on est capable de la descendre et de gagner entre 20 et 30%. Ça paraît rien, c'est de l'innovation invisible, c'est de l'innovation qui est malgré tout assez tangible pour tous nos clients, et puis surtout, ça nous permet d'économiser jusqu'à 1200 tonnes de CO2 par an. Et ça, c'est important. Bravo Orange, bravo à l'ensemble des nominés, parce qu'effectivement, l'arbitrage n'a pas dû être simple. La photo en musique, et nous passons à la catégorie suivante, inclusion et diversité. J'appelle mes jurés au féminin. Siam Alali, oui, la photo, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et puis un peu, allez, en musique, le temps que, j'appelle mes... Voilà. Angela Nazer, venez donc me rejoindre ici même en musique. On en profite pour découvrir les lauréats. Bonsoir à toutes et à tous. Aurait-on perdu de nos... C'est très bien. Bienvenue. Merci. Alors c'est parti. Merci beaucoup. Les critères et les nominés. Alors j'ai pas les critères, mais j'ai les nominés. J'ai les deux projets. Donc c'est un prix qui est vraiment, très important pour Siam et moi, qui malheureusement doit être dans les embouteillages. Donc le premier projet, c'est le projet de France Travail, projet Trade Emploi. Trade Emploi, c'est une application de traduction instantanée qui permet aux conseillers d'interagir avec des demandeurs d'emploi allophones dans plus de 130 langues. Conçu par la DSI de France Travail comme un commun numérique open source, cet outil facilite l'accueil et l'orientation sur plus de 1200 sites et il est déjà adopté par 3500 utilisateurs mensuels. Il incarne une innovation publique responsable au service de l'inclusion sociale. Le deuxième très beau projet, c'est le projet du Crédit Agricole Technologie et Services, projet communication et accessibilité augmentée. Ce dispositif innovant propose un nouveau canal de communication dédié à l'accueil des personnes sourdes, malentendantes et non francophones en agence. Il articule 3 parcours, langue des signes, contenu adapté et multilingue, testés avec succès déjà pour simplifier les actes bancaires du quotidien.
L'expérimentation confirme une solution inclusive et fluide et renforce l'accessibilité globale tout en apportant un service immédiat tant en agence qu'à distance. On est Voilà. bon? On est, On est parfait. bon. Eh ben, il ne reste plus qu'à ouvrir l'enveloppe qui arrive tout de suite. Je peux vous laisser ça. Voilà. Moi, je peux même tenir le micro. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Roulement de tambour. And the winner is... Voilà. Alors, le Aussi. Crédit Agricole, technologie et services pour le projet communication. Allez, manifestement, le projet du Crédit Agricole avait ses fans, ses supporters. Venez donc nous rejoindre et soyez les bienvenus. Guillaume, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Ah bah voilà, bravo. Eh ben c'est parti, 45 secondes de commentaires. Déjà, on va excuser Guillaume Grégoire qui ne pouvait pas être présent ce soir. Merci déjà à Lima de proposer une soirée comme ça où on met à l'honneur de beaux projets et de belles expérimentations innovantes. Nous, l'expérimentation qu'on a faite au Crédit Agricole, c'était déjà d'améliorer la communication en agence pour nos clients, pour nos conseillers, que tout le monde puisse se comprendre avec un même langage. C'est pour ça qu'on est parti avec l'idée de pouvoir parler à des personnes sourdes, parler à des personnes malentendantes ou allophones. On a mis en place un avatar qui permet de parler en langue des signes. On a mis des solutions adaptées. Et oui, il me reste 15 secondes. Je vais quand même remercier la Caisse Loire-Haute-Loire parce que nous, on développe, on met en place, on met en production. Mais avant, il y a une idée. Et l'idée venait de la Caisse Loire-Haute-Loire. Et donc, un grand merci à eux d'avoir eu cette belle idée. Eh bien, merci. Bravo. Applaudissements, musique, et effectivement, la photo officielle pour le trophée. On passe tout de suite à l'intelligence collective. Eh bien, Stéphanie, venez vite me rejoindre, accompagnée de Suyong. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, on découvre tout de suite les nominés. Allez. Alors, comme on parle d'intelligence collective, les critères étaient évidemment l'innovation pour 5 points, puisque vous allez voir, il y a une pondération sur 20 pour ce prix-là. Mais on parle de collectif, donc il y avait une dimension de taille, puisqu'il fallait des projets qui aient une envergure et un côté scalable pour 7 points. Il fallait également, pour gagner, et on verra qui gagne, avoir un impact fort, puisque le collectif doit avoir de l'impact, sinon on a un peu raté sa cible, pour 7 points. Et évidemment, garder en tête que tout ça doit être fait avec, on l'a beaucoup entendu tout à l'heure dans le panel, de l'ESG, et donc une forme de durabilité, de sobriété, pour 1 point. Alors, les nominés. Les nominés, donc. Alors moi j'ai mon anti-sèche. Donc nous avons 2 nominés ce soir qui viennent incarner la recherche de l'étincelle grâce à l'intelligence collective. Donc la démarche innovation de la Caisse des dépôts. Donc c'est une démarche transversale qui a été lancée en 2024 et qui vient fédérer la Caisse des dépôts et ses filiales pour harmoniser l'innovation au service des priorités stratégiques du groupe. Elle anime un réseau d'experts, cartographie plus de 80 dispositifs innovants et accompagne les filières métiers dans l'industrialisation des solutions d'IA. Donc, en mutualisant les ressources et les données, elle transforme l'expérimentation en un levier de performance collective et souveraine. Le deuxième nominé, c'est le Data Portal Alliance. Donc, c'est un partenariat technologique inédit qui réunit Pernod Ricard, JCDecaux et Accor pour transformer la donnée en levier stratégique. Donc, il permet à chaque membre de centraliser et d'exploiter ses propres données dans un environnement sécurisé, tout en cofinançant et co-développant la technologie. Donc, cette alliance unique accélère 1. La transformation digitale des partenaires, 2. Réduit les coûts et 3. Renforce leur souveraineté technologique via une dynamique collaborative. Et le gagnant est, l'enveloppe arrive. Je vais y arriver.
Le gagnant est Pernod Ricard pour le projet Data Portal Alliance. Allez, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Pernod Ricard, Alexandre, venez vite nous rejoindre avec toute l'équipe, manifestement, ils l'ont bien mérité. Alors l'équipe ou les partenaires, y a-t-il que du Pernod Ricard ou d'autres partenaires? On va le savoir tout de suite dans les 45 secondes qui vous sont très généreusement accordées. Voilà le micro. Alors, merci à tous. Restez bien à la lumière parce que c'est photographe. Bonsoir, merci à tous. Effectivement, le Data Portal, c'est une aventure qui a commencé il y a 10 ans, puisqu'on s'est rendu compte chez Pernod Ricard qu'on avait du mal à centraliser toutes nos données, savoir où est-ce qu'étaient nos données. Donc, on a créé un portail. Au détour d'une conversation avec nos camarades de JCDecaux, on s'est rendu compte que cette technologie pouvait être partagée et dupliquée dans d'autres entreprises. Donc, on a créé une alliance technologique avec JCDecaux. Et il y a quelques temps, nos camarades d'Accor nous ont aussi rejoints. Donc, maintenant, on est 3 leaders français qui créent cette technologie. On l'a co-créée, on la co-finance. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un succès. Et donc, on est très content d'être ici. Merci à tous. Et donc, du coup, le Data Portal reste aussi une technologie qu'on aimerait développer avec d'autres grands groupes français. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. On serait ravis de pouvoir en discuter avec vous. Et encore une fois, un grand merci à Lima pour ce prix. Oui. Et un grand allez, bravo aux intelligence collective, surdémultipliée. Le dîner dans quelques dizaines de minutes servira aussi à ça. Merci, bravo. Allez vite rejoindre l'espace pour photographier et immortaliser ce trophée. Alors de l'intelligence collective, de la green, etc. On arrive tout naturellement aux stratégies d'innovation. J'appelle ici même Julien Villeray et Romain pour présenter cette nouvelle phase du trophée. Venez vite nous rejoindre. Romain Coutan, Julien Villeray. Ah, c'est ici que ça se passe. Et on découvre tout de suite en musique les nommés, les nominés. On en discute. C'est parti. Les critères, les nominés, qui commencent? Eh ben, je commence. Vous avez retrouvé d'ailleurs des gens et des projets que vous avez déjà vus, mais évidemment la différence c'est que les pondérations des critères sont différentes. Donc pour cette catégorie, sur 20, nous avons un poids de 3 sur l'innovant, la dimension innovante, un 8 sur la taille, un 8 sur l'impact et un 1 sur le ESG. Et du coup, alors quatre nominés, donc certains que vous avez déjà vus plusieurs fois, le groupe Sodexo. Alors je crois que le titre qui est noté là, c'est pas le même que celui que j'ai sur la feuille, mais c'est pas grave. J'ai cru comprendre que c'était de la transformation et de la gouvernance de l'innovation. Donc au travers d'un grand groupe comme Sodexo, je pense qu'effectivement c'est important d'avoir une bonne gouvernance de l'innovation. Le deuxième, c'est donc Amundi Technologies avec le projet Alto Insight, qui est un projet de copilote IA qui permet de prendre des décisions financières en croisant les données pour faciliter et accélérer les décisions d'investissement. Le troisième, c'est la Caisse des dépôts avec la démarche innovation. J'ai l'impression de répéter un petit peu ce qui vient d'être dit. Du coup, l'idée, c'était de ce projet, de moi, ce que j'ai compris, c'est d'industrialiser les projets IA au sein du groupe Caisse des dépôts, avec effectivement une filière d'experts très très large et qu'il faut réussir à fédérer pour avoir les meilleurs investissements possibles sur les projets. Et le dernier, c'est Veolia Environnement avec le projet Veolia Agentic Platform qui, et ça c'est ce que j'ai retenu, permet d'avoir une architecture qui est indépendante des fournisseurs. Et ça, je pense que quand on parle de souveraineté, ça permet de choisir aussi avec qui on veut travailler. Donc je trouve que c'était très intéressant. Eh ben, merci à tous les deux. L'enveloppe pour Julien, qui va nous révéler dans un instant le nom. Je peux tenir si tu le souhaites. C'est bon. Allez, le gagnant est... Eh bien, le gagnant est Veolia pour le projet Agentic Platform. Mesdames et messieurs, en musique, sous vos applaudissements, eh bien, Noémie, venez donc nous rejoindre pour nous parler de ce projet et la photo. C'est parti. Voilà, un petit micro. On vous écoute religieusement. Bonjour à tous. Déjà, je suis très fière de représenter l'équipe parce que je suis toute seule ce soir, mais c'est avant tout un projet d'équipe et un projet d'entreprise, parce qu'il y a effectivement une équipe groupe
qui est passionné et qui tient la dragée haute à tous les géants de la tech qui proposent des plateformes qui ont tendance à tous nous loquer. Mais nous, on est émus par une mission, c'est de faire en sorte que Veolia garde sa souveraineté, garde un maximum de valeur sur ses processus. Et c'est aussi un projet d'entreprise parce que toutes les business units, donc Veolia, c'est plus de 40 business units, 40 pays, c'est une multinationale avec énormément de métiers qui contribuent à la transformation écologique et ils contribuent tous à la plateforme. Et même nos employés sont des acteurs de cette stratégie puisque c'est eux qui créent les agents. On a plus de 800 créateurs d'agents dans le groupe et pour la plupart ne sont pas des IT. Ils ont appris et ils peuvent capitaliser sur leur expertise pour que notre stratégie reste souveraine. Eh bien, merci et bravo Noémie, bravo à toute l'équipe, bravo à Veolia pour ce prix. Veolia qui manifestement a ses supporters. La photo officielle. On en a parlé beaucoup de souveraineté. Alors, je sais déjà que Christophe, je n'ai même pas besoin de regarder ma liste, va venir nous rejoindre. On passe au prix souveraineté numérique européenne, mesdames et messieurs. Christophe et Aldric, c'est le moment de venir nous rejoindre. C'est parti. Alors, Aldric a changé de costume, semble-t-il. Alors, on découvre tout de suite les nominés. Aldric est malheureusement dans les bouchons, donc il court pour arriver. Mais on a à la place Yann, si tu le permets, président du MA. C'est quand même pas rien. Le sujet de la on ne peut numérique. pas remplacer Aldric d'autre que par le président. Exactement. Alors du coup, vous n'avez pas pu préparer une impro, on va voir, c'est parti. Alors pour ce qui est des critères, évidemment un critère qu'on n'a pas vu sur les autres projets, qu'on a décidé de mettre spécifiquement sur cette catégorie, qui comme tu le sais nous tient beaucoup à cœur à l'IMA, souveraineté 12, innovant 2, taille 3 et impact 3. Eh ben c'est parti. Beaucoup de très beaux projets d'ailleurs, beaucoup de candidatures dans cette catégorie, on en est ravis. Alors on les présente justement ces projets. Yann, est-ce que tu veux que je commence ou... Vas-y. Ok, alors le premier projet de la région Occitanie, qui est un projet assez remarquable de remplacement complet d'Office 365 par des solutions alternatives souveraines, qui est, de ce que j'ai compris, qui a été un long travail de fond mené par la région, et un programme de 60 millions d'euros dont elle s'est dotée pour faire un appel d'offres national via la centrale Canut pour faire émerger une offre compétitive capable de concurrencer durablement les géants américains. Donc bravo à eux. Le deuxième nominé, c'est USG Genius, donc du Crédit Agricole. Donc en fait, c'est la partie réglementaire sur l'ESG, ce qu'on appelle le CSRD. Et donc, le Crédit Agricole a mis en place une IA générative de pointe qui automatise l'extraction des indicateurs de durabilité. Et donc, ça permet d'avoir de la fiabilité, parce qu'il y a quand même un passage humain. Et donc, il y a de l'ESG et aussi de la souveraineté sur ce projet. Et le dernier projet apporté par l'INSEE, Onyxia, qui est un logiciel libre qui permet de déployer des environnements de data science personnalisables et reproductibles un peu partout, qui est apporté par la plateforme SSP Cloud et qui permet de mutualiser les ressources et les savoir-faire, facilitant ainsi l'apprentissage des meilleures pratiques et la collaboration autour des données ouvertes. Monsieur le Président, c'est le moment d'ouvrir l'enveloppe. Alors, le gagnant est INSEE pour le projet Onyxia. Mesdames et messieurs, eh bien là encore, un fort soutien, semble-t-il, des membres du jury présents dans la salle. Bravo, messieurs. Allez, Frédéric, Joseph, venez donc nous présenter en 45 secondes votre initiative souveraine. Bonjour, du coup Onyxia c'est un logiciel open source qui permet de traiter des environnements de data science au-dessus des technologies cloud native. Pour l'INSEE c'est en particulier une grosse stratégie vers laquelle on va, c'est-à-dire les environnements containers et les stockages d'objets. Donc on est assez fiers de gagner ce prix. Aujourd'hui il y a pas mal de gens qui utilisent Onyxia dans le monde, il y a l'ONU qui installe Onyxia. On a parlé de Digital Twin. Typiquement, il y a un projet européen de Digital Twin des océans, une infrastructure pour les océanographes et qui est propulsée, entre autres, par Onyxia. Onyxia, c'est juste la partie, on va dire, expérience utilisateur, mais évidemment, pour faire un environnement data, il faut composer, il faut faire avec plein de technologies. Donc, pour tous les makers ici présents, vous pouvez utiliser Onyxia. Si L'Oréal, éventuellement, veut s'intéresser à Onyxia, vous pouvez. Voilà.
Et bravo à vous, bravo à tous les acteurs souverains qui n'ont pas attendu qu'on nous envoie des trucs bizarres dans notre continent pour anticiper ces enjeux qui sont majeurs pour nos entreprises et nos organisations. Alors maintenant, c'est compliqué parce que c'est le prix des startups. Il y a 3 prix, donc bronze, argent, or. Et il ne faut pas que je me trompe, donc c'est la concentration totale. J'appelle pour ça, et Dieu merci, David, venez donc m'épauler. David Glazer, bonjour. On peut applaudir, évidemment, ainsi que Jean-Loup Loyer. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, 3 prix, hein. La médaille d'or aura droit à son discours. On découvre tout de suite ces startups. Il y en a 6 si mes informations sont exactes. Les critères d'abord ou les startups? Alors on découvre d'abord le petit film. Les critères, les nominés, qui s'y collent? Alors les critères, c'est pour moi. Donc bonsoir à tous et tous. Donc déjà, pour le premier critère pour une start-up qui paraît effectivement très facile, c'est l'innovation. Hein, c'est ce qui caractérise bien sûr le monde des start-up. Et donc ce critère va représenter 7 points dans l'évaluation des jurys. Le deuxième est aussi important, c'est la taille, puisque effectivement le fait que les différents projets puissent toucher les différentes structures, être scalables et étendues et toucher un grand écosystème. Donc ça, c'est très important. Ça représentait 6 points dans l'évaluation des jurys. Le troisième critère était le critère de l'impact et qui était bien sûr un critère clé pour véritablement faire une différenciation dans ces projets. Donc il était également coté à 6 points. Et ce qui est quand même important aussi, c'est qu'à travers ce développement de start-up, le critère ESG et développement durable était bien sûr intégré, même s'il ne représentait qu'un point. C'était un critère très important pour l'ensemble des jurys. Alors, merci David. Alors c'était très riche ce prix-là puisqu'on a 6 nominés. Donc je vais aller assez vite, hein, vous m'excuserez. Donc le premier c'est MDP IA et Data Protection, qui est une legal tech qui permet de créer des agents autonomes et donc d'améliorer sa compétitivité tout en restant souverain. Le deuxième, c'est Safenai Clarity, qui est la première plateforme d'AI Quality et Observability pour l'industrie. Ça nous parle, David, l'industrie. Et qui permet de réaliser de la mise en production beaucoup plus facilement. Dynatos Design, qui est là, recrutement inclusif et territorial, qui permet, avec son application Mazi, d'optimiser le recrutement de candidats en situation de handicap. Et la deuxième solution, Syncyo, qui mutualise les besoins de main-d'œuvre entre entreprises locales. Ça peut nous intéresser aussi à Dunkerque. On a des usines là-bas. Wellmate, toujours dans l'industrie, cellule robotisée de soudage qui permet très rapidement pour des PME d'automatiser le soudage sans aucune ligne de code. Et donc avec une augmentation de productivité de 40% et un ROI en moins de 12 mois. Et enfin, 2 autres, Lexi, qui est un outil de prise de notes d'IA souverain, qui permet de faire la capture et la synthèse de réunions dans plus de 120 langues. Et enfin, le dernier, Click Encrypt, qui est une spin-off du CEA, qui garantit une souveraineté absolue des secteurs critiques, la défense, la santé, grâce au chiffrement homomorphe. Allez, on appelle tout de suite la médaille de bronze. Voilà. Alors, le suspense est là. David. Alors, grand défi. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que l'étincelle de bronze est pour Fusil Logic Robotics pour le projet Wellmate. Allez, sous vos applaudissements en musique, venez vite nous rejoindre. Ce sera une photo déjà et puis une deuxième photo sur le photocall. Voilà. Venez vite. Hop, pas de course, on est dans les temps, donc on va surtout pas glisser là. Allez, voilà. Bravo, la photo officielle. Voilà. La photo et le photocall qui vous attend. Alors donc, on va ramener tout de suite l'enveloppe de la médaille d'argent. Et je vais demander d'ailleurs aux 3 lauréats, il y aura la photo individuelle et puis il y aura la photo des 3 lauréats.
générosité de Lima ne s'arrêtant pas à une photo, mais les 3 d'un coup. Alors, notre médaille d'argent. Alors l'étincelle d'argent est pour l'IXI, pour le projet AI Note Taker. Allez, venez vite nous rejoindre. L'étincelle d'argent. L'IXI, Xavier. Le trophée, la photo officielle sur la scène, la photo également sur le photocall. Merci, et nous allons appeler maintenant la médaille d'or, the gold medal en anglais, voilà. Donc je vous incite à vite vous rendre sur le photocall. Voilà, et donc la médaille d'or et 45 secondes de présentation et de pitch, puisqu'il s'agit bien d'une start-up. David? Eh bien, grand suspense. Donc, Click and Creep pour le projet chiffrement de confiance. Bravo. Allez, venez vite nous rejoindre. Encore une start-up qui a manifestement ses supporters dans la salle. Olivier, qui n'est pas venu seul. Donc, soyez bienvenus, messieurs. Allez, le principe. Allez, donc là, l'étincelle d'or. Ah bah. Merci. Deux micros. Donc merci à Lima, merci au jury pour ce choix, pour notre sélection. Click and Creep, donc c'est une spin-off du CEA. On promet effectivement de redonner de la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on en a parlé, de la souveraineté. Les données aujourd'hui sont au cœur de toutes les entreprises et elles sont centralisées. Et nous, ce qu'on veut permettre, c'est que chacun puisse reprendre ce contrôle et pouvoir les valoriser, les partager sans dépendre de tiers, d'intermédiaires et sans prendre quasi aucun risque vis-à-vis des menaces qu'il peut y avoir. Eh bien ça, c'est très noble. Mesdames et messieurs, applaudissements. Photo officielle, photocall. Eh bien écoutez, on avance, on est dans les temps, il ne nous reste plus que le prix ETI, secteur public et grandes entreprises. Et ensuite, c'est le moment de convivialité. C'est pas mal, on apprend des choses. Alors, avant d'appeler donc nos prochains jurés, je vous rappelle qu'il y a un beau livre qui vous attend avec la compilation de tous ces surdoués de l'innovation. Donc, évidemment, ne quittez pas ces lieux prestigieux sans avoir votre compile des superstars de l'innovation 2026. C'est parti pour les ETI. J'appelle ici même à me rejoindre Frédéric et Stéphane. Venez vite me rejoindre en musique. On découvre tout de suite les lauréats en images. Les critères, les nominés. On commence par les critères. Les critères. Les critères pour ce prix sont les mêmes que les critères sur le prix précédent Étincelle Startup. Donc on retrouve 7 points sur le caractère innovant de la solution, 6 sur la taille, est-ce que la solution est déployée en France, à l'international, la taille, l'impact sur les métiers, l'impact différenciant, et 1 point sur l'ESG RSE. Merci Frédéric, et moi je suis ravi de remettre le prix pour les ETI parce qu'on parle souvent des grands groupes et des startups et on oublie souvent les ETI qui sont aussi importantes. Donc 2 nominés. Le premier StartPage qui est une IA au service de la génération de code en partenariat avec le CEA. Ça permet de générer du code dans un langage propriétaire complexe avec une promesse qui est importante de 50 à 60% d'optimisation du temps de production du code. La deuxième, très différente, Atem XR. Alors, ça mélange la réalité augmentée, l'encodage vidéo et la diffusion à ultra basse latence. Pour faire quoi ? Pour faire une nouvelles expériences immersives dans le domaine sportif. Et pour ceux qui ont regardé la Ligue des Champions hier soir, j'espère que ça permet d'avoir des expériences moins frustrantes. Oui, j'allais dire, dans ces cas-là, on apprécie qu'elles soient augmentées, du coup. Exactement. Hein. Ça évite la déprime. Alors, effectivement, et donc... on passe au gagnant. Ah ben oui, hein, le gagnant est dans l'enveloppe, déjà. Son nom est écrit dessus, et voilà. Alors, le gagnant est Atem XR. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements en musique, Atem XR. On a hâte de les découvrir, ces expériences augmentées. Allez.
on en rêve de ces expériences où il y a déjà la beauté du sport, mais plus, ça donne quoi en 45 secondes? Voilà, en 45 secondes, l'idée, c'est de redéfinir l'expérience du sport, véritablement comme si vous étiez là. Donc, ça peut être des graphiques, ça peut être de la multivue, donc vous pouvez voir tout ça en ultra basse latence. Et bien sûr, je pense que vous connaissez tous le Apple Vision Pro, c'est de pouvoir vraiment avoir une expérience immersive à 180 degrés, de ultra haute qualité, comme si vous y étiez. Voilà, merci au jury, merci à tous. Et bravo à cette belle dynamique. Merci. Vous connaissez maintenant le principe. Notre photographe officiel vous attend devant le photocall, pardon. Parce que le photographe dans le photographe, ça donne pas grand-chose. Allez, c'est l'heure de remettre les trophées du secteur public. Et j'appelle, c'est paradoxal, mais pas du tout, elle vous l'expliquera, Béatrice et également Julien, qui vont revenir comme un seul femme, homme, enfin on n'est pas dans l'inclusion, et on découvre tout de suite les trophées. C'est parti. Les nominés, pas les trophées, enfin vous avez compris. Alors, on rappelle les critères, on présente les projets. Béatrice m'a dit non, mais moi, ça m'intéresse justement. L'Oréal, c'est pas particulièrement dans cette catégorie. Il m'a dit, Quentin, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'adore les services publics. Je suis une grande utilisatrice de tous ces services qu'on voit à l'écran. Grande voyageuse aussi. Donc, quand on voyage dans le monde entier, on se dit qu'il y a du bon, parfois. Non, mais... Des routes sans trous, des utilities qui fonctionnent, etc. Et voilà. On ne se rend pas toujours compte quand même de la chance que l'on a dans notre un projet, d'ailleurs, beau continent. Pour éviter les trous dans les routes. On a vu beaucoup de projets. Donc, je tiens déjà d'abord à féliciter tous ceux qui ont participé. Les critères pour ces entreprises du secteur public sont l'innovation avec 7, la taille 6, l'impact 6, et on en a besoin, et bien sûr l'ESG, puisque c'est des critères qui impactent aussi notre vie avec un critère de 1. Donc Julien, je te laisse un peu les présenter. Ouais, en tant qu'électricien du secteur public, je suis très heureux de présenter mes confrères du secteur public avec 4 projets qui sont vraiment géniaux. Le premier, celui de la CDC IT, c'est un projet en fait qui utilise l'IA générative comme un interprète universel d'un langage que vous détestez tous ceux qui ont travaillé dans l'IT, qui sont un peu vieux avec des cheveux gris comme moi, le COBOL. Et donc, grâce à l'agentique et à l'IA générative, on peut finalement se servir de ces nouvelles technologies pour réussir à les réconcilier avec le contemporain. Le deuxième, c'est Nube Onyxia, qui est la plateforme interministérielle de data science sécurisée, qui garantit évidemment la souveraineté des données sensibles, et elle est déjà utilisée par une dizaine d'administrations. Par 10 ministères d'ailleurs, et qui permet évidemment de traiter et valoriser ces informations sans dépendance étrangère. Le troisième, c'est Sophia. Sophia, qui est portée par SNCF Voyageurs, qui est un assistant intelligent en langage naturel. Il se trouve que je crois que je l'ai déjà utilisé. Et si c'est ce que j'ai utilisé, ça marche très très bien. Et ça permet aux agents, en fait, qui font du service client et de la relation clientèle, d'être augmentés finalement et d'avoir un service public plus empathique, plus accessible et plus efficace. Et puis pour terminer, alors ça, je ne connais pas du tout le résultat, donc je peux me permettre de le dire, j'aime vraiment beaucoup celui-là, c'est la RATP qui a développé un système par computer vision et deep learning qui permet d'identifier dans le passage des trains, donc des rames de métro dans les tunnels, celles qui ont besoin d'être détaguées, c'est-à-dire celles qui ont des graffitis et qui doivent être signalées à la maintenance pour être nettoyées. Je trouve que c'est génial parce que c'est probablement un dispositif assez léger et ça doit être très utile. Il suffisait d'y penser et l'IA a donné un gros coup de main. Alors du coup, on va découvrir le gagnant. L'enveloppe arrive. Béatrice, garde le micro quand même. Sinon, il va falloir parler fort. Alors, l'étincelle d'or du secteur public revient à la RATP Group pour le projet de détection automatique des graffitis. Bon, bravo. allez, je ne savais pas. En musique et sous vos applaudissements, l'étincelle d'or. Venez donc nous rejoindre, Rama. Et vos collègues, soyez les bienvenus. Ah ben voilà. Allez, le micro est là.
Merci beaucoup à Lima pour cette super soirée et pour honorer les projets d'innovation et l'innovation de façon globale tous les ans. C'est des rendez-vous hyper passionnants et des rendez-vous hyper intéressants pour tout l'écosystème qui travaille sur ces sujets, sur les sujets data IA. Je suis honorée avec l'équipe d'être sélectionnée déjà et d'avoir remporté ce prix. Et comme ça a été dit tout au long de la soirée, le projet qu'on porte aujourd'hui incarne les valeurs et les messages clés, une innovation concrète, terrain, proche du métier. On a le représentant de la ligne 7 qui est notre ligne pilote avec nous. Elle est bien, on est vraiment ravis d'être avec eux. Et ça a été dit aussi par vous d'ailleurs lors de la table ronde. L'innovation, c'est d'abord un enjeu collectif et c'est un collectif qui porte ça. Et voilà. La technicité, l'innovation, le métier, tout ça, ça fait un vrai cocktail pour une innovation qui a de l'impact sur plein de gens et sur le quotidien de plein d'entre vous. Et on est donc ravis. Eh ben merci, Félicitations. bravo. Félicitations. Vous connaissez le principe. Photocall vous attend pour immortaliser ce prix, cet avant-dernier prix. Il nous en reste à en remettre un dernier, et non des moindres. Le prix Grandes Entreprises. David Krief, Yves Billon, venez vite nous rejoindre. On découvre tout de suite les nominés en images et en musique. D'ailleurs, puis même avec 2 applaudissements, mais bien sûr. Allez. David, on rappelle les critères tout d'abord. Alors les critères sont à peu près les mêmes que pour les catégories précédentes. Le vainqueur doit être innovant pour un critère de 7. Doit être une grande entreprise, mais vous l'avez vu, là c'est acquis pour tous. C'est du lourd. C'est du lourd sur une note de 6. Avoir de l'impact également pour 6 et le critère RSE pour 1 point. Yves? Voilà, donc pour les 4 offres, la première déjà plusieurs fois, société déjà plusieurs fois nominée, Sodexo avec les magasins autonomes, donc magasins de restauration autonomes, pour les stades, pour les événements, pour les campus, voilà, donc une présence un peu partout et intégrant beaucoup de technologies, de l'IA, de l'IoT, donc vraiment, et sous gouvernance locale aussi qui a été récompensée tout à l'heure. Le deuxième nominé, c'est un vainqueur déjà, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait un deuxième prix. Ah ben, c'est gentil. Bon, ben voilà. Bon, il y a encore un dîner derrière. Partez pas tout de suite. Hein. Voilà, donc Orange pour la Livebox, l'éco-conception, 18 à 30% d'économie. Troisième, Bouygues Télécom avec sa plateforme de relations clients, donc amélioration de la qualité et du sentiment de relation client, et puis également un objectif de moins de sollicitation des équipes techniques de soutien. Voilà, donc un objectif de 2,5 millions de nombre d'appels économisés d'ici 2027. Donc c'est quand même des enjeux. Si en plus le client est satisfait, ce sera parfait. Et le dernier, c'est pour Béatrice, donc c'est Beauty Genius de L'Oréal, avec donc un double objectif, donc répondre aux questions santé, avec de l'IA générative et de l'IA prédictive pour une ultra-personnalisation. Donc je reprends le terme ultra-personnalisation, donc en toute sécurité, donc avec la norme de qualité de L'Oréal. Voilà, j'espère que je n'ai pas... Ah, très bien. Donc apparemment, c'était sérieusement. On parle de l'étincelle d'or. C'est un prix important. Je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense. Venez donc nous rejoindre et remettez donc à David l'enveloppe pour annoncer le dernier grand gagnant de cette soirée. De qui s'agit-il? Et le grand gagnant est l'entreprise L'Oréal pour le projet Beauty Genius. Allez, en musique, sous vos applaudissements. Équipe de L'Oréal, Rémi, Béatrice et toute l'équipe.
je vais appeler Stéphane parce qu'on l'a fait en duo avec un chef de produit qui est en ce moment en train d'être avec sa femme qui donne naissance à l'heure où on parle. Donc je pense qu'il sera ravi. Il s'appelle Rémi Bardou. Une étincelle d'or, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est Rémi Bardou. Donc je pense qu'il sera très content. Stéphane, tu peux en parler un peu, Beauty Genius, parce que tu étais aussi là depuis le début. Beauty Genius était un agent conversationnel pour répondre à toutes les questions intimes que vous avez sur vos routines beauté. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là. Tout le monde nous a dit ça marchera jamais, c'est impossible. Et on s'est dit on va le lancer aux US, sur donc le pays le plus contraignant en termes de législation, sur le pays le plus exigeant en termes des attentes consommateurs. Et on va le lancer sur la plus grande marque du groupe qui est L'Oréal Paris. Et donc cet outil est passé à l'échelle avec déjà plusieurs millions de conversations et réponses. Voilà, et les consommateurs sont contents, ça génère du chiffre d'affaires, de la fidélité, donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va continuer de déployer dans les années à venir, en complément de l'humain. Voilà, parfois on a de la chance d'avoir des coiffeurs, d'avoir des dermatologues, d'avoir aussi des conseillers et conseillères beauté, mais parfois les consommateurs sont tout seuls, et donc on peut offrir le meilleur de la beauté à l'échelle de milliards de consommateurs. Voilà. Eh ben, bravo à L'Oréal, bravo à tous les deux. Vous connaissez le principe du photocall. Alors, on avait dit 21h, il est 20h56. Il nous reste 2 choses à faire avant de passer à la phase conviviale. La première chose, évidemment, c'est qu'on va accueillir... Vous pouvez nous... Merci, hein, vraiment, du fond du cœur. Mais de façon, justement, si vous écoutez bien, je vais vous demander en pas longtemps de revenir, puisque on ne va pas vous laisser partir comme ça sans immortaliser un peu tout le monde. Donc, on va faire une série de photos. Donc, d'abord, le discours. On a quand même... Président, Christophe, venez vite nous rejoindre pour le discours de clôture. Mais juste après, je demanderai d'abord à l'ensemble des lauréats de venir nous rejoindre. Ensuite, on va faire une photo des lauréats et des nominés, parce que vous êtes tous des surdoués. N'oubliez pas que vous étiez 90 au départ, et il y en a 36 qui ont leur place sur cette tribune. On fera une photo des surdoués de l'innovation. Et puis ensuite, si on est bon, on sera à peu près dans les temps en plus. Ensuite, évidemment, les lauréats, les nominés et les jurés. Et puis celle-là, j'ai le droit de faire une impro. S'il y a des problèmes de sécurité, je vais vous demander après à tous de venir ici autour de la scène. On va faire la photo de la grande famille de l'innovation. Ça, c'est la contribution de Mario Delcato. J'espère que Christophe et Yann me tireront pas l'oreille. Mais avant, pour conclure cette soirée, on appelle nos 2 grands Manitou. Mesdames et messieurs, Christophe, Yann, venez donc nous rejoindre en musique et sous un tonnerre d'applaudissements. Allez, c'est parti. Ah, vous avez même droit à l'ambiance disco. Viens ici parce qu'il y a plus de lumière. Allez. Alors, juste un mot. Enfin, j'ai 2 mots à vous dire avant de laisser la parole à Christophe. Le premier, j'espère que vous serez d'accord. On ne vous a pas menti sur la qualité des dossiers. Et pour avoir fait les 2 séances de jury, la présélection et la sélection finale, ça a été très très difficile de choisir. Donc, comme l'a dit Christophe en introduction, être nominé, c'est déjà beaucoup. Et vraiment, on a eu beaucoup de mal à choisir. Et le deuxième point, c'est, j'en profite encore une fois pour remercier tout le monde. N'oubliez pas qu'après, il y a le dîner d'honneur. Vous aurez notamment nos partenaires. Hein. Donc, nos partenaires technologiques, c'est ceux qui rendent aussi ce type de belles soirées dans des beaux lieux possibles. Donc, je vous encourage évidemment à profiter du dîner, à discuter avec eux. Et j'espère à avoir des nouvelles idées grâce à eux. Christophe ? J'allais dire... En lumière. Déjà, j'allais dire par rapport à la remarque d'Yves tout à l'heure, sachez que ceux d'entre vous qui ont gagné un prix auraient pu en gagner 2. On n'avait pas de règle qui empêchait d'en gagner 2. On espère, ça n'a pas encore été le cas, on espère qu'une année, quelqu'un gagnera tous les prix, même si ça semble compliqué. Oui, une banque par exemple, enfin n'importe qui. Par exemple. Yves a bien expliqué que ce ne serait pas Orange, si j'ai bien compris. Hein, non, je plaisante. Vous dire merci, évidemment, merci à toi Yann, merci Marc Lionel. Je pense qu'une performance encore d'anthologie de Marc Lionel ce soir. À chaque fois, l'an prochain, n'en rajoute pas 3 parce que là, je vais péter. Enfin, j'aurai plus de mots après. Je ne sais pas si je suis requalifié pour l'année prochaine, mais bon, on fait. Voilà, peut-être avec l'image augmentée. Après vous dire merci évidemment au jury d'honneur, merci au conseil d'administration, merci à l'ensemble d'entre vous d'avoir posté vos projets, des très beaux projets. Je vous invite à récupérer le booklet
des FCIA, dans lequel on a, avec Yann et avec les équipes de Lima, centralisé et mis l'ensemble des projets qui ont été présentés. C'est une magnifique bibliothèque, une mine d'or de l'innovation qu'on viendra présenter au DIMS. Donc pour ceux d'entre vous qui viendront au DIMS, on présentera la plupart des projets qui ont été nominés ou qui ont été gagnants pour pouvoir permettre évidemment à cette intelligence collective d'être partagée pour que tous, évidemment, en 2026, vous reveniez encore plus fort l'an prochain et que l'an prochain, on ait encore plus de beaux projets. Et dernière chose, tu veux peut-être expliquer comment va se passer le dîner ? T'es meilleur que moi, là. J'ai peur de dire des bêtises, j'avais compris. Eh bien, il est tout simplement dans la salle qui est derrière nous. Voilà, merci. Voilà. Et c'est un dîner qu'on espère être une fête pour vous de l'innovation. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport aux événements qu'on vous a présentés. Si vous souhaitez en savoir plus aussi au niveau des groupes de travail, je pense spécifiquement au groupe de travail sur la cyber-ILIA, que je trouve extrêmement intéressant et dont on est très content. Et merci à tous d'être venus. Merci Christophe, merci Anne, merci toutes les équipes de Lima, ils ont fait un travail de dingue.